Alors salut les confinés, j'espère que tout va bien. Vous êtes chez vous, qu'est-ce que vous faites en ce moment-là? Vous avez fait du petit déjeuner et vous réfléchissez à ce que vous allez pouvoir faire dans la journée. Ça va être compliqué parce qu'il va falloir meubler tout ce temps. Pour moi, j'ai décidé de consacrer une partie de ce temps à vous aider. Alors, on avait abordé dans ma précédente vidéo les aides qui peuvent vous être fournies par l'État. Je pense que je vais en refaire une pour faire le point dès que l'ensemble des textes seront tombés. Il y a eu aujourd'hui donc sur Internet et sur le site impo.gouv le formulaire qui vous permet de demander l'indemnité de 1500 euros. On voit que par rapport aux annonces précédentes, les conditions ont été un petit peu assouplies. Je pense qu'elles vont l'être encore. Enfin, wait and see, attendons et voyons. Enfin, rapidement, parce que je sais que beaucoup d'entre vous sont dans l'urgence. Alors, un petit mot. J'ai publié un post ce matin en disant allez travailler. Je me suis fait insulter. Bien, parfait. Alors, je dis une chose. Ça fait 15 jours que je travaille sur le sujet. Je ne pense pas avoir montré dans ma vie que j'étais irresponsable. Je mesure ce que je dis. J'ai beaucoup réfléchi. Et je pense aujourd'hui, je soupèse les risques. Je pense que le risque social, le risque de faillite des indépendants est plus lourd, plus grave que le risque sanitaire. Et j'assume ce que je dis, même si je ne suis pas médecin. Parce que l'idée que l'on pourrait ne plus avoir d'avis, parce que l'on n'est pas médecin, l'idée que l'on pourrait ne plus avoir d'avis parce qu'on n'est pas un homme politique, d'après moi, est suicidaire. Pourquoi? Parce que ce à quoi on assiste, c'est quoi? C'est une bagarre de médecins et des hommes politiques complètement inactifs. Donc si les gens comme moi, comme vous, n'ont plus d'avis, je crois que c'est la catastrophe. Donc j'hésite pas à avoir un avis, je le formule, puis je ne demande pas ce qu'on le suive. Je le formule. Et peut-être ça permettra à d'autres de réfléchir, d'alimenter la controverse. C'est comme ça que je vois les choses. Bon, on ferme la parenthèse. Alors, dans les mesures qui sont susceptibles de vous aider, il y a, à mon sens, le surendettement. Le surendettement est quelque chose qui a une très mauvaise publicité. Pourquoi? Parce que chaque fois que, statistiquement, on veut montrer ce qui s'est passé dans le pays, combien notre pays souffre, combien les gens sont malheureux, on parle du surendettement. Et on a complètement oublié que c'était vraiment la technique la plus radicale pour sortir des difficultés. C'est pour ça qu'il y a plusieurs années, je me suis penché sur cet aspect du droit, c'est un aspect du droit de la consommation d'ailleurs, pour essayer d'aider, dans le cadre de mon métier, les gens les plus en danger financièrement. Et il est évident que comme ce nombre va s'accroître au sortir de la période de confinement, eh bien, il va falloir peut-être utiliser ces méthodes-là. Alors, je vais vous expliquer en deux mots. Le surendettement, c'est quelque chose de complètement indolore. C'est-à-dire qu'on y entre, on fait une déclaration auprès de la Banque de France, et on peut en sortir quand on veut. Quelles sont les conséquences? Si vous en sortez, que votre dossier par exemple n'est pas recevable, c'est comme si rien ne s'était passé. Et si vous y entrez, la seule conséquence est un fichage au fichier des incidents caractérisés de paiement, que tout le monde connaît sous le nom de fichier FICP, et le fait de, si vous demandez un crédit dans les 5 années qui suivent, ce crédit peut vous être octroyé par votre banquier, il n'y a pas de problème. La seule chose qu'il faudra qu'il fasse, c'est qu'il justifie avoir consulté le fichier FICP. Pas grand-chose. Après, vous avez une carte de paiement, vous avez un chéquier, vous avez tout ce qu'on peut avoir dans la vie courante au niveau des moyens de paiement. Donc, sans conséquence. Et mieux que ça, une fois qu'il est lancé, si je veux en sortir, j'en sors quand j'en veux. Certes, j'en perds le bénéfice, des mesures qui m'avaient été octroyées par la commission, mais je peux en sortir. Donc, et en plus, c'est une méthode complètement confidentielle, personne ne le sait. Alors que quand, pour les entreprises, lorsqu'on est en liquidation judiciaire, ou lorsqu'on est, eh bien, il y a des publicités qui sont faites parce que malheureusement ce sont des jugements, et que les jugements sont forcément publiés, c'est une règle de droit bien instaurée. En matière de surendettement, tout est totalement confidentiel. Donc, c'est dommage qu'il n'y ait pas eu recours dans les 10 années qui viennent de s'écouler, qui ont quand même été 10 années difficiles, celles qui ont suivi la crise de 2008 de Lehman Brothers. Il y a eu très peu recours en définitive, parce que c'est un moyen qui a eu une méthode qui a été
entaché d'une très mauvaise publicité. Bien. Alors, si vous voulez, on va le faire en plusieurs fois parce que c'est quand même assez long, mais je vais d'abord vous brosser un tableau d'ensemble. Alors, le surendettement, c'est les articles L311 et suivants du Code de la consommation qui l'organise. Et le but, en réalité, c'est la loi Hamon qui est venue faire cette modification lorsque Hamon était encore le ministre, je crois que c'est en 2015, lorsqu'il était encore le ministre de Hollande, qui est venu préciser que la procédure de surendettement est une procédure de désendettement. Et ça, c'est très important, cette notion de désendettement. Ça veut dire que lorsque vous amorcez, eh bien, la commission de surendettement a l'obligation de prévoir un plan et une organisation au terme de laquelle vous serez désendetté. Et si elle ne le fait pas, elle est susceptible d'être réformée, sanctionnée par les juridictions de droit commun. Alors, comment on va parvenir au désendettement? On va parvenir au désendettement par les méthodes suivantes. L'aménagement de votre passif. Alors, ça peut être soit la suppression des intérêts, soit des remises de dettes très importantes. Et vous allez me dire, mais dans quelle proportion? Eh bien, la proportion, elle peut être totale. Totale. C'est-à-dire que la logique et la première façon qu'a la Commission d'aborder le problème, c'est de dire, bon, on va calculer et on va étaler votre endettement sur 7 ans au maximum, en fonction de ce qui vous reste à vivre. C'est-à-dire qu'ils ont des quotas nationaux de charges, ce n'est pas individuel. Hein. On dit, bon, mais globalement, chacun consacre tant au chauffage, tant à l'électricité, tant à ceci, tant à cela. Ils ont des quotas, ça fait à peu près des dépenses domestiques de l'ordre de 1000 euros. Et le surplus, ils vont l'affecter au remboursement de votre dette. Alors ça se traduit comment? Ça se traduit par le fait que quelqu'un qui aurait, par exemple, un dirigeant d'entreprise qui malheureusement a connu une défaillance, se retrouve avec des cautions qu'il avait données à son entreprise pour des montants parfois colossaux, parce qu'on achète des machines-outils, parce qu'on est dans la vie professionnelle classique, on peut avoir donné des cautions pour 500 000, 1 million d'euros. C'est pas complètement insolite et inhabituel. Donc, quelqu'un qui a donné qui aurait 1 million d'euros, eh bien, il va payer 500 euros s'il a 1500 euros, c'est-à-dire 1000 de charges fixées d'office. S'il gagne 1500 euros après avoir abandonné son emploi, eh bien, il va donner 500 euros par mois pendant 7 ans. Bon. Et si il s'avère qu'il ne peut pas les donner et qu'il y a manifestement une disproportion tellement grande entre ce qu'il touche, les 1500 qu'il reçoit, et son endettement, on peut aller vers le rétablissement personnel qui est un effacement total des dettes. Et c'est très fréquent, très fréquent. Alors qu'est-ce que c'est qui freine l'accès au surendettement? Un principe faux, un principe archi-faux qui court dans tous les esprits et qui est le suivant. Si je me mets en surendettement, on va me faire vendre ma maison. Eh bien, ceci est faux. Certes, on ne va pas vous permettre d'avoir un patrimoine foncier colossal. C'est-à-dire que si vous avez 2-3 habitations, on va vous demander de vendre les 2 autres. Mais par contre, sur la résidence principale, les choses n'ont pas du tout de la façon suivante. C'est la loi Hamon qui est venue autoriser, c'est pour ça qu'on était resté d'ailleurs sur les principes anciens, parce que avant la loi Hamon, effectivement, on est obligé de vendre sa résidence principale. C'est plus le cas, depuis 2015, donc ça fait quand même un moment. Les esprits, c'est pas toujours pas entré dans les esprits. Bon. Donc, la loi Hamon est venue permettre, et comment ça se passe? Eh bien, on est parti du principe suivant. On s'est dit, puisque le surendettement doit conduire au désendettement. Si l'on dit à quelqu'un de vendre sa maison, parce qu'il a un emprunt sur sa maison, etc., eh bien, cette personne-là, il va falloir qu'elle se reloue. Qu'elle reloue quelque chose, puisqu'on va lui demander de quitter sa maison. Et à partir de ce moment-là, elle va pratiquement avoir peut-être des charges supérieures à celles qu'elle aurait si on lui permettrait de garder sa maison. Donc, comme il est plus économique pour elle de garder sa maison, on lui permet de garder sa maison. Et alors, ça va être de la même façon, on va se baser sur le reste à vivre, c'est-à-dire que si vous avez 300 000 euros d'emprunt pour votre maison, eh bien on va vous dire, bon, ben, il ne peut donner que 500 euros par mois, et vous allez donner 500 euros par mois pendant 7 ans. Alors, avec une nuance, sur la durée,
c'est que, dans un premier temps, vous avez droit à une période de moratoire. C'est-à-dire qu'on a raisonné un peu comme en matière de redressement judiciaire commercial. On s'est dit, ces gens n'ont plus de trésorerie. Donc, on va suspendre toutes les dettes. Toutes les dettes. Pendant 2 ans, ils ne vont rien payer. De façon à ce qu'ils se refassent un peu de trésorerie. Et au bout de 2 ans, ils recontactent la commission. Et l'on voit ce que ça peut donner. Est-ce que, comment on va étaler sur 7 ans, sur 5 ans, quelles vont être les échéances, etc. Mais d'abord, vous avez cette période de moratoire qui est fantastique pour les gens, parce qu'elle leur permet vraiment de souffler. Moi, chaque fois que j'ai fait ça, j'avais des gens désespérés. Bon, on a gardé la maison. Ils ont 2 ans pour réfléchir. Après, on reprend. Alors, je pourrais vous donner 1000 témoignages. Vous savez, ça m'oblige à parler de moi, ce que je n'ai pas envie de faire. Hein. Mais malheureusement, je suis ma seule référence. Je suis bien obligé de vous parler de ce que j'ai connu dans mon travail. Je ne peux pas vous parler d'autre chose. Mais par contre, on est dans des taux de réussite de 90-95%. Les seuls cas où on échoue, c'est quand les gens ne révèlent pas leur situation exacte. C'est-à-dire, si vous avez un passif professionnel, des dettes d'URSSAF, etc., ça n'est pas possible. Et des fois, parfois de bonne foi, ils oublient qu'ils avaient un terrain, une division avec leur grand-mère, etc. Et à ce moment-là, on révèle un actif immobilier et on est rejeté par la commission. Mais en dehors de ces cas, on y arrive toujours, toujours. Et la commission sur l'endettement est quelque chose qui fonctionne très 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 bien. Il y a des directeurs de services financiers, etc., qui la composent auprès de la Banque de France. Et alors, surtout pour ceux qui sont dans une situation des plus périlleuses, c'est-à-dire ceux pour qui le bien va être vendu aux enchères. Sachez que c'est un peu technique, mais si vous réagissez de suite dès que vous recevez le commandement ou l'avis comme quoi on va vendre aux enchères, eh bien, et qu'on saisit immédiatement la commission de surendettement, eh bien, ça suspend toutes les ventes aux enchères. Donc, pour vous qui êtes en difficulté, c'est la solution rêvée. Alors, allez voir. Alors, les gens qui vous disent que c'est pas vrai, surtout, prenez du recul et dites-vous, mais pourquoi c'est qu'elle dit ou d'autres disent que c'est comme ça? Parce que malheureusement, face à toutes les mesures qui apportent des solutions, il y a ce vieux réflexe de dire c'est trop beau pour être vrai, on ne va pas t'effacer toutes tes dettes, qu'est-ce qui t'a raconté ça? Non, moi je vous dis que ce qu'est la loi et ce qu'est le fruit de mon expérience, rien de plus, pas un mot de plus, j'ajoute rien à la vérité dans ce que je dis. Il n'y a aucune argumentation à vocation publicitaire. Par contre, gardez bien ça entre vous. C'est la solution. Alors là, on va s'arrêter là maintenant, parce que malheureusement, j'ai quelques petites choses à faire. Et puis demain, j'entrerai un petit peu plus dans les détails pour vous donner les techniques de base pour y arriver. Salut les copains.